Vous écoutez l'épisode 12 du podcast Business en spa et esthétique, les nouveaux rapports des spas et centres beauté avec les marques partenaires. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a quelques semaines, j'ai déjeuné avec une amie qui est ancienne esthéticienne, aujourd'hui sophrologue. Nous avions travaillé toutes les deux pour la même marque de cosmétiques spa dans les années 2010. Elle y a notamment occupé un poste de formatrice juste avant que je ne rentre au sein de cette même marque. Nous avons échangé sur nos souvenirs de cette époque et sur l'évolution du secteur, puisqu'ayant changé de métier, elle ne suit plus les actualités du secteur spa et esthétique et elle m'a posé pas mal de questions sur son évolution. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte d'une évolution majeure, justement, celle du poids des marques cosmétiques dans les centres. Quand on y pense, ce rapport a complètement changé. Dans les années 2000-2010, une marque, c'était le point central dans le spa. Les centres la choisissaient et appliquaient toutes les recommandations de cette marque. Ça conditionnait leur carte de soins, qui en réalité était la carte des protocoles de soins de la marque et non celle du centre. Les marques fixaient des objectifs pour leurs centres distributeurs, elles créaient des challenges pour récompenser les meilleurs centres vendeurs, c'est-à-dire ceux qui commandaient le plus. Bon, c'est vrai que sur ce point, certes, cela n'a pas beaucoup changé, à ceci près que les centres ont pris conscience que les marques ne sont pas leurs managers et que ce n'était pas à leurs fournisseurs de leur donner des objectifs de chiffre d'affaires, mais bien à eux, en tant que centre, de calculer et de définir leurs propres capacités de production et donc leurs propres objectifs de chiffre d'affaires pour leur entreprise. Il y a 10-20 ans, les marques étaient très rigoureuses dans la formation des professionnels sur le terrain et accordaient beaucoup de temps à former et à valider les esthéticiennes et les praticiennes qui travaillaient avec leurs produits et leurs protocoles de soins. Les marques faisaient appel notamment à des créateurs de soins de talent pour créer des protocoles signatures et innovants. Je pense notamment à Fabienne Croc, à Jay Akanou, à Galia Ortega, à Gilles Amsalen et bien d'autres encore qui se reconnaîtront. Aujourd'hui, les marques ont réduit considérablement les temps de formation à la demande des gérants et des opérateurs de centres. Très honnêtement, je trouve que cette pression qui a été faite sur les services formation des marques a été très dommageable d'un côté comme de l'autre. Même si je sais qu'en tant que manager, gérant ou opérateur de centre, ça pose un problème de retirer du personnel effectif de la cabine pour leur faire suivre 5 jours de formation, parce qu'en fait, on est dans l'opérationnel et dans le quotidien et qu'on réfléchit à court terme à ce moment-là. Mais quand vous regardez sur le moyen et long terme, les conséquences que ça a sur la qualité de maîtrise professionnelle et aussi sur le turnover, est-ce qu'il serait pas temps de comprendre l'importance de la formation dans notre secteur pour atteindre les performances et le développement des équipes? Mais ça, c'est sûrement un autre débat parce qu'il y a toute une question autour du leadership. Le fait est que les relations et la synergie des marques cosmétiques dans les centres ont considérablement évolué. En résumé, hier c'était un spa ou un institut de la marque Carita ou 5 Mondes ou Estéderm ou Phytomère ou Sotis, etc. avant la marque entreprise du centre. Et aujourd'hui, ce schéma-là, il est inversé. C'est la marque entreprise avant les marques partenaires. Et ça, c'est un bon point parce qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de définir sa propre identité, sa propre cible client, sa propre image de marque et sa propre valeur ajoutée. Soit vous êtes un centre beauté totalement indépendant et votre priorité est de faire rayonner votre image de marque entreprise, soit vous êtes un affilié d'une marque cosmétique et donc votre priorité est de faire rayonner votre marque partenaire. Et ce sont bien 2 stratégies différentes. Au-delà de ces aspects,
comment se fait-il que ces rapports et ces priorités aient changé? En fait, les choses ont changé car les gérantes de centres prennent désormais leur rôle de chef d'entreprise en compte. En tant qu'entreprise, elles comprennent que la valeur ajoutée, ce n'est pas d'être un spa de la marque X ou Y, mais c'est d'être une marque à part entière. Et c'est totalement vrai. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise spa ou institut de beauté, vous êtes une marque. Donc, quelles en sont les conséquences? Du point de vue du centre, ça a une incidence considérable sur le positionnement marketing de votre centre. C'est votre marketing et votre communication qui attirent des clients jusque chez vous. Au sein des marques cosmétiques, outre les nombreuses révolutions que ça a générées, il est un rôle qui est particulièrement touché, c'est celui des représentants. Alors le rôle des représentants de marque, qu'on appelle également les commerciaux ou bien les responsables de secteur, il a évolué aussi. Le représentant a été pendant très longtemps le seul référent partenaire business pour les gérants et les managers parce qu'il est sur le terrain et qu'il visite ses clients toutes les 5 semaines à 3 mois environ. Mais ses compétences étaient développées sur la vente, la gestion d'un portefeuille client et non sur l'accompagnement des centres spa et esthétiques dans leur développement. Ce sont bien 2 métiers différents, soyons clairs avec ça. Mais face aux problématiques que nous rencontrons depuis 2020, les représentants de marque se sentent souvent démunis devant les questions des gérantes et des managers et n'ont pas de réponse à leur apporter. Et c'est normal, encore une fois, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur métier. Mais je reçois de plus en plus de messages de représentants qui me demandent comment faire pour accompagner au mieux leurs clients parce qu'ils le constatent, les gérantes ont besoin d'aide. Cependant, le rôle d'un représentant de marque est de s'assurer que la stratégie commerciale et les performances de vente de sa marque dans votre centre sont au rendez-vous. Ce n'est pas un conseiller en stratégie de business, ni un conseiller opérationnel. D'ailleurs, la plupart n'ont même jamais été ni esthéticienne, ni spa praticienne, ni manager ou chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de parler rentabilité de votre centre, stratégie de son développement, technique de management et de leadership, stratégie de parcours client, en fait, il vous faut vous adresser à des organismes qui sont spécialisés, comme c'est effectivement notre cas au sein d'Expertise Spa Bien-être. Vous ne pouvez pas attendre de vos représentants des conseils sur le développement complet de votre entreprise. Ce que vous pouvez en attendre, c'est du soutien dans le développement de vos performances commerciales et dans la maîtrise des connaissances produits. Alors, que pouvez-vous travailler avec vos marques partenaires pour un partenariat gagnant-gagnant? Dans une relation gagnant-gagnant, chacun a sa part de responsabilité. Vos responsabilités en tant que centre pour une relation commerciale efficace avec vos marques partenaires sont numéro 1, l'analyse de vos performances de vente. Et si vous êtes un centre multimarque, vous devez faire l'analyse des performances de chacune de vos marques. En numéro 2, c'est la mise en place de votre procédure de stock. Vos stocks sont le point central de toute discussion avec vos représentants. Il y a encore beaucoup trop d'erreurs en matière de gestion des stocks dans les centres. Si vous ne connaissez pas la procédure de stock, vous ne pouvez pas travailler de manière efficace avec vos marques partenaires. Et j'en profite pour rappeler le point suivant. Prendre les offres du type 10 plus 4 offerts, en fait, c'est pas une bonne stratégie tant que vous ne connaissez pas précisément vos rotations de stock sur chacune de vos références. Il y a énormément de fausses croyances par rapport à ces offres dites hyper rentables, entre guillemets, qui conduisent à des surstockages qui sont très dangereux pour la trésorerie de l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, apprenez à gérer vos stocks avant de pouvoir profiter de ce type d'offres auprès de vos marques partenaires. En numéro 3, c'est la co-construction de vos actions marketing et commerciales. Ce n'est pas à la marque de faire votre marketing, c'est à vous, en tant que centre, c'est vous qui donnez la vision et vous demandez de l'aide à votre marque partenaire. En point numéro 4, en tant que gérante ou manager de centre, vous avez la responsabilité dans le développement de vos performances de vente grâce à la connaissance pointue de vos produits, de leurs actifs, de leurs méthodes d'utilisation. C'est votre part de rigueur professionnelle. À vous donc de placer votre curseur, mais clairement, les demandes clients vont plutôt dans le sens de la maîtrise et de l'excellence. Donc l'approximation de vos connaissances produits n'a plus sa place sur notre marché.
De l'autre côté, si vous êtes un représentant de marque, voici votre part de responsabilité dans cette relation gagnant-gagnant. Numéro 1, aidez à analyser les performances de vente de chaque centre en leur donnant les ratios du marché. Numéro 2, recommandez les quantités de stock à commander en cohérence avec la procédure de stock du centre selon la règle suivante, pas de surstockage. Ce qui rentre dans le centre doit sortir dans les 1 à 3 mois. Alors, c'est là peut-être le point qui pose le plus de problèmes, car pour le moment, en tant que représentant, vous pensez probablement, mais si mon client en commande moins, je n'atteindrai pas mes objectifs. En réalité, si votre client met en place la procédure de stock, vous y gagnez énormément à moyen et à long terme. Moins de stress avec des centres clients qui savent gérer leur stock parce qu'ils vont commander mieux, ce qui est inévitablement beaucoup plus profitable pour vous. En numéro 3, il faut arriver à co-construire les actions marketing et commerciales pour soutenir la notoriété du centre et ses performances. Donc c'est à vous, en tant que commercial, de comprendre quel est le positionnement de chacun de vos centres clients. C'est ce que nous appelons, nous, l'USP, donc l'Unique Selling Point du centre, et de ne lui proposer que des actions cohérentes avec son positionnement unique. Et enfin, en numéro 4, il vous faut leur proposer des outils de révision et de maîtrise de leurs connaissances produits et techniques, parce qu'un professionnel averti en vaut 3. C'est en comprenant ces évolutions que les deux acteurs de notre marché pourront créer des centres performants techniquement et commercialement, avec des résultats à proposer à leurs clients finaux, valorisant ainsi la réputation mutuelle. Pour rencontrer les marques partenaires et discuter de ce sujet, rendez-vous du 15 au 17 avril prochain lors du 42e Congrès international de l'esthétique et du spa qui aura lieu à Paris. Toute l'équipe d'Expertise Spa Bien-être sera également présente au premier étage sur la partie Village Spa et sur le stand 311. Nous avons hâte de vous retrouver et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Business en Spa et Esthétique. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.